Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau. Comme vous le savez, pendant une dizaine de jours, on va vous expliquer comment fonctionne le coronavirus, qu'est-ce qui se passe pour que vous soyez au courant vraiment du déroulé de A à Z. Donc aujourd'hui, c'est la troisième et nous allons parler de la prise en charge du patient Covid de la ville à l'hôpital. Donc bien évidemment, on a commencé par la prévention. Hier, on vous a montré comment fonctionne le dépistage, comment ça se passe dans les laboratoires. Et là, nous avons des médecins généralistes, des spécialistes, un intervenant, un professeur qui travaille au SAMU de Martinique qui va nous parler de la régularisation. Et nous avons un médecin qui va nous parler de la prise en charge aux urgences lorsque vous arrivez aux urgences. Donc, même principe, on va les laisser s'exprimer. J'ai posé quelques questions, puisque là, aujourd'hui, en général, je commence tout de suite avec l'actualité, mais là, je vais les laisser parler d'abord et ensuite, je vais pouvoir poser des questions sur l'actualité par rapport aux différents, je ne vais pas dire traitements, puisqu'il n'existe pas de traitement. Par contre, il y a des médicaments qui sont autorisés. Hier, on vous a parlé de l'ivermectine, on l'a appelé le laboratoire. Donc, effectivement, il ne faut pas prendre ce traitement comme ça. Ce n'est pas quelque chose de conseillé. Donc on va en parler, mais avant, je vous présente les intervenants. On va commencer par le docteur Frédéric Dulorme. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors merci de votre intervention. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous avez mis en place? Pourquoi on fait ça ce soir? Vous êtes pédiatre en plus. Alors moi, je suis pédiatre, je suis présidente de l'Union régionale des médecins libéraux de la Guadeloupe. Effectivement, avec mes confrères ici présents, nous avons participé à, on va dire, un collectif de signataires en faveur de la vaccination pour expliquer de façon scientifique et pédagogique pourquoi, effectivement, dans le contexte de cette crise sanitaire, la vaccination nous semble être une réponse adaptée pour gérer cette crise. Et avec mes confrères, nous avons travaillé aussi sur différentes thématiques. Nous nous sommes bien rendus compte qu'une des raisons qui freinait un petit peu cet élan vaccinal, c'était le manque de compréhension des rouages et de comment se passait la gestion des patients quand ils étaient diagnostiqués Covid. Et du coup, l'émission de ce soir a pour but d'expliquer un peu le parcours du patient, une fois qu'on a posé ce diagnostic, puisque vous avez fait, si j'ai bien suivi la chronologie, l'émission sur le diagnostic biologique. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue médical? Qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Comment se passent les prises en charge? Qu'on soit en ville, comment ça se passe s'il faut passer par le SAMU et sa régulation? Qu'est-ce qui se passe aussi une fois arrivé à l'hôpital? Que vraiment le but, c'est d'expliquer pour que tout le monde comprenne en fait un petit peu notre cheminement et quel va être le parcours de ce patient une fois le diagnostic posé. D'accord, alors merci beaucoup. Donc on va commencer avec le docteur Yolène Bellontul. Bonsoir. Et vous allez nous Bonsoir. expliquer le rôle du généraliste au domicile, les signes de gravité, la place du pharmacien et de l'infirmière dans le dépistage précoce et la prise en charge à domicile. Comment ça se passe, s'il vous plaît? Alors, d'abord, je suis médecin généraliste à Fort-de-France. Comment ça se passe? Une fois que le patient est détecté, une fois qu'il a des signes de Covid, je pense que le premier interlocuteur devrait rester le médecin traitant. Le médecin traitant parce qu'il vous connaît, parce qu'il connaît vos pathologies, il sait comment ça se passe chez vous, il connaît des fois votre situation familiale. Il est important que le premier maillon de la chaîne reste le médecin traitant qui, dès que le patient a des signes avérés de Covid, qui soit mis au courant. Et le médecin traitant pourra proposer, à mon sens, soit une téléconsultation ou éventuellement une consultation en présentiel. Donc, dès que le patient a des signes de Covid, et il est important qu'il les connaisse, hein, il faut savoir que les signes de Covid sont un petit peu différents pour chacun. Ça peut être une grande fatigue, ça peut être des douleurs musculaires, ça peut être une toux, un syndrome respiratoire. Il y a des signes divers et parfois même des signes digestifs qui peuvent faire penser au patient qu'il n'est pas atteint de la maladie. Donc le premier quand même maillon de la chaîne devrait être le médecin traitant. Il y a encore des patients qui n'ont pas de médecin traitant, mais bon, on peut toujours trouver un médecin à qui on peut parler de sa pathologie, de ses symptômes, et surtout, c'est le médecin traitant qui, une fois que le diagnostic est posé ou supposé,
pourra vous donner tous les conseils nécessaires, tant pour l'isolement, quand c'est nécessaire, vous prescrire des tests soit antigéniques si on est entre le premier et quatrième jour, voire un test RT-PCR pour pouvoir bien poser le diagnostic, et aussi vous donner des conseils sur l'entourage. Qu'est-ce qu'il doit faire, comment s'isoler, et vérifier que vous n'êtes pas justement vous-même en isolement qui justifierait qu'on ait besoin d'autres moyens pour s'occuper de vous. Pareil, il est important aussi que le médecin traitant vérifie tout avec vous que vos pathologies sont équilibrées et vous donne aussi les signes de gravité qui devraient vous permettre de vous alarmer et de le rappeler, éventuellement d'appeler le 15 en fonction des symptômes que vous pouvez avoir. D'accord, merci beaucoup, docteur Galou. Bonsoir. Donc vous aussi, vous êtes médecin généraliste, si je ne me trompe pas. Comment ça se passe en Oui, tout Guadeloupe? à fait. Pardon, excusez-moi. Alors, est-ce que vous m'avez entendu? Non, j'ai pas entendu la question. Alors, je disais que vous aussi, vous êtes médecin généraliste. Comment ça se passe en Guadeloupe pour nous? Ah, donc en effet, je suis médecin généraliste dans une maison de santé à Port-Louis. Et c'est vrai que maintenant, depuis quelques semaines, on a une montée en charge des appels et des patients qui sont atteints du Covid, avec tous les stades de gravité, malheureusement. De la personne qui va être très peu symptomatique et qui va très bien tolérer, jusqu'à la personne qui va avoir beaucoup de symptômes, qui va avoir besoin d'oxygène et qu'on va devoir transporter en urgence à l'hôpital. Donc, tout à fait, je rejoins le docteur Bellentulle. Le premier maillon, c'est de contacter son médecin traitant, son médecin référent qui connaît, qui a accès au dossier pour pouvoir orienter correctement pour la suite de la prise en charge et donc poser le diagnostic, avoir la certitude que c'est bien le Covid et pas autre chose, et par la suite proposer donc une consultation en fonction des signes de gravité et de la date de début d'infection et des symptômes, et ainsi pouvoir aussi faire le travail, tout ce qui est de prévention pour l'entourage, donc concernant les cas contacts. Les signes, comme le disait le docteur Bellentulle, peuvent être vraiment atypiques. Et donc, ne pas se dire je suis pas gênée pour respirer, je ne tousse pas, c'est bon, ça va, parce que cette maladie est un peu perverse et envoie des signaux au cerveau qui font qu'on pense qu'on n'a pas besoin d'oxygène et qu'on respire bien, alors qu'en fait, on a vraiment besoin d'oxygène. Merci pour cette information. En plus, elle est très importante parce que c'est vrai que beaucoup de gens finalement tombent en détresse respiratoire, visiblement. Donc, comment ça se passe, professeur Papayed, pour le SAMU? À quel moment vous intervenez, vous? Oui, bonsoir. Merci. Bonsoir. Merci de m'avoir invité à cette émission. Et je pense que c'est important que il y a quelqu'un qui parle derrière. Je ne sais pas si vous entendez. Oui, on vous entend. Il y a un bruit parasite derrière, oui. C'est bon, allez-y. Donc, ouais, je disais, en effet, je vais dans le sens de ce que viennent de dire mes collègues. Dans l'offre de soins à la population, la place primordiale du médecin traitant est admise par tous. C'est un point essentiel. Cependant, il y a une situation qui est la nôtre dans nos deux îles, d'un sous-effectif de médecins traitants compte tenu de la population. On sait qu'il y a moins de médecins généralistes par nombre d'habitants comparé à la France hexagonale. Il y a moins de spécialistes également. Et la demande de soins est plus importante dans nos populations compte tenu de différentes pathologies liées à l'hypertension, au diabète, à l'obésité, à la vulnérabilité cardiovasculaire, neurologique.
Et par conséquent, on se retrouve, et ça, ce n'est pas simplement en Martinique, à une augmentation du nombre d'appels au SAMU. Et vous savez, les pères fondateurs du SAMU en France, c'est 78-80, ce sont des personnes qui pensaient qu'il fallait aller réanimer au bord de la route, apporter l'hôpital au pied de l'arbre pour sauver des personnes qui ne pouvaient pas venir comme ça par leurs propres moyens à l'hôpital parce qu'ils étaient dans un état grave. Et le SAMU était fondé sur le fait de pouvoir commencer la réanimation à l'extérieur de l'hôpital, jusqu'à l'hôpital, et orienter le malade dans le bon endroit. C'est après que la régulation a été créée. Et la régulation, c'est le centre de réception et de régulation des appels. Ça s'appelle même ça, le CRA, le centre de réception et de régulation des appels. Et c'est important qu'on reste un point là-dessus pour montrer la configuration du SAMU avec le nombre d'appels qui augmente. Je donne l'exemple de la Martinique où, en moyenne, nous avons à peu près 300 appels par jour. Alors, on va afficher votre tableau. Oui, le nombre d'appels, donc, c'est environ 300 par jour. C'est beaucoup. Et en Guadeloupe, j'imagine que c'est le même pourcentage d'activité. Et vous voyez que pendant la période Covid, on est monté jusqu'à plus de 500 appels. En bleu, c'est le nombre d'appels, avec une montée progressive du nombre d'appels. Et en rouge, vous voyez le nombre d'appels pour les patients qui ont le Covid. Ça, c'est le nombre d'appels de patients qui disent avoir fait un test positif avec des signes de Covid. Sans compter les patients qui ont les signes sans avoir fait le test ou des patients qui appellent pour fatigue, malaise et qui ont le Covid. Donc, le nombre d'appels Covid, on voit qu'à un moment donné, au pic de la quatrième vague, ça a dépassé presque le quart des appels au SAMU. Et par conséquent, quand quelqu'un appelle au SAMU, il va d'abord avoir un assistant de régulation médicale. L'assistant de régulation médicale, son rôle, c'est d'accueillir avec écoute, bienveillance et surtout comprendre le motif de l'appel et qualifier ce motif d'appel en termes de gravité ou d'urgence afin de pouvoir, si c'est appel pour arrêt cardiaque, on envoie tout de suite les moyens. Et si c'est appel pour quelque chose de grave, un traumatisme, on envoie tout de suite les moyens. Et après, l'assistant de régulation médicale va passer l'appel soit à un médecin urgentiste hospitalier, soit à un médecin libéral, puisque depuis plusieurs années, avec ce qu'on appelle la permanence des soins, les médecins libéraux viennent participer à la régulation de l'offre de soins. Et vous voyez donc que le SAMU, c'est effectivement, du fait du nombre d'appels, ça peut être juste un conseil, ça peut être juste, on vous demande d'aller voir votre médecin traitant dans 24-48 heures, il n'y a pas d'urgence. On va vous envoyer une consultation immédiate dans un centre de consultation où, avec la médecine libérale, ça va encore faciliter les consultations. Et ça, on rentre dans ce qu'on appelle le service d'accès aux soins, qui permet de faciliter les consultations pour éviter que les patients viennent aux urgences. Ou bien, au contraire, vous avez quelque chose qui nécessite d'aller aux urgences dans un délai rapide, dans un délai d'1 heure, ou au contraire, on vous envoie le SMUR, le service médical d'urgence et de réanimation, qui va venir vous chercher, commencer la réanimation et vous amener à l'hôpital, voire même on vous envoie l'hélicoptère parce que c'est une urgence vitale qu'il faut traiter. Donc voici ce que nos concitoyens doivent comprendre du SAMU. C'est vraiment le centre qui essaie d'orienter les patients dans la meilleure filière de soins, dans le juste soin et
en prenant en compte effectivement l'offre de soins qui existe dans le département pour essayer d'optimiser la réponse. Et la réponse, c'est à chaque patient sa pathologie, ses spécificités, son degré d'urgence. Et en fonction de ça, le SAMU essaie de donner la réponse la plus adaptée. Merci beaucoup pour cette intervention. Et maintenant, nous sommes avec le docteur Delphine Delta. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe la prise en charge aux urgences, le contenu des bilans initiaux, le déchocage, les indications de transfert en réanimation ou la prise en charge médicale, s'il vous plaît? Oui, bonjour, merci de nous offrir cette opportunité de pouvoir en fait partager notre expérience et un peu mieux exprimer en fait notre quotidien et ce qu'on fait par rapport à la prise en charge des patients. Et comme l'ont souligné mes collaborateurs, effectivement, le maillage entre la prise en charge ambulatoire et l'hôpital est d'autant plus important dans le cadre de cette pathologie, puisque beaucoup l'auront compris, en fait, c'est bien qu'elle puisse présenter des formes, on va dire, post-symptomatiques, plusieurs formes variables, l'une des formes qui attire en fait l'attention, c'est surtout l'atteinte respiratoire. Et avec une population en fait qui est très touchée, beaucoup qui sont très atteints sur le plan respiratoire, il est d'autant plus important en fait qu'on puisse s'appuyer sur nos collaborateurs et sur la ville en fait pour orienter au mieux et nous aider en fait dans notre mission en fait de triage et d'orientation des patients pour éviter la saturation en fait des urgences et permettre aux gens, aux personnes qui ont besoin d'arriver sur le plateau technique en fait du CHU et au niveau des urgences, que ce soit les bonnes personnes qui puissent arriver dans le cadre d'optimiser également leur temps d'attente. Là, on parle du CHU de Guadeloupe. Là, on parle du CHU de Guadeloupe. Comment? On parle du CHU de Guadeloupe? Oui, tout à fait. Celui de Pointe-à-Pitre, hein? Oui, le CHU de Pointe-à-Pitre, effectivement. Mais mon expérience que je vais vous apporter, c'est aussi également la situation que connaissent en fait mes confrères au niveau de la Martinique. Hein. D'accord, allez. Et c'est exactement, voilà, et c'est tout à fait en fait les mêmes pratiques qu'on fait, que font en fait nos confrères dans les sœurs, y compris également en Guyane. Donc, nous, notre mission première au niveau des urgences, c'est surtout de pouvoir, c'est une mission de tri. Hein. Malheureusement, le mot est un peu barbare, mais c'est ça notre mission première, c'est du triage en fait, pour pouvoir permettre aux patients les patients qui nécessitent pas les soins hospitaliers, qui nécessitent pas en fait de rester dans la structure des urgences et de l'hôpital, pouvoir les orienter vers leur médecin traitant pour qu'ils puissent les accompagner et coordonner leur prise en charge dans la maladie et qu'on puisse garder en fait les patients qu'on juge en fait à risque d'évoluer de manière défavorablement et qui nécessiterait, comme vous l'avez dit, qu'on puisse les mettre dans des lits de soins critiques et notamment en termes de lits de soins critiques, j'entends par là les lits de la réanimation. Donc, lorsqu'ils arrivent, les patients, en général, le symptôme phare que nous rencontrons au niveau des urgences, c'est surtout les patients qui ont un COVID avec une atteinte respiratoire. Et nous nous attachons en fait à les évaluer surtout sur leur appareil respiratoire, à savoir comment inspecter les mouvements respiratoires, comment ces patients respirent, est-ce qu'ils sont polypnéiques, leur taux de saturation, leur taux d'oxygénation en fait au sein de l'organisme, puisque c'est surtout ça qui va déterminer leur tolérance et la possibilité de les laisser au domicile ou encore de pouvoir les garder dans la structure. Notre évaluation et ce qu'on a vu en fait par la suite par rapport à cette maladie, c'est une maladie qui fatigue énormément. Donc, les patients qui consultent au niveau des urgences se plaignent en général d'une altération de l'état général qui est très forte et très importante, qui favorise en fait l'immobilisation des patients. Et une des complications qu'on redoute aussi bien au sein de la ville qu'à l'hôpital, c'est surtout les pathologies emboliques, notamment avec les phlébites ou encore les embolies pulmonaires. C'est la raison pour laquelle, en fait, en plus de notre évaluation clinique,
pour pouvoir orienter au mieux les patients, nous nous attachons à pouvoir réaliser l'imagerie, le scanner. Donc, le scanner qu'on réalise, c'est un angioscanner qui nous permet de visualiser les vaisseaux du patient, notamment les vaisseaux pulmonaires, et de s'assurer de l'absence en fait de thrombose au niveau de ces vaisseaux. Par la suite, si jamais le patient, au contraire, on a confirmé qu'il présentait en fait un thrombus au niveau des vaisseaux, diagnostiquer l'embolie pulmonaire, à ce moment-là, le traitement en lui-même consiste en fait à traiter cette complication de la maladie, tout en apportant en fait un traitement symptomatique de la maladie. Puisque comme l'ont exprimé mes confrères et les différentes études, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons pas de traitement curatif pour traiter en fait la maladie COVID-19. Tous les soins qu'on peut apporter aussi bien au niveau de la ville qu'au niveau de l'hôpital restent en fait des soins qui sont symptomatiques pour soulager en fait les maux des patients et leur permettre de passer l'évolution naturelle de la maladie dans des conditions, on va dire, acceptables et moins douloureuses pour elles. D'où l'importance de pouvoir être entouré, et c'est sur ça qu'on s'attache, nous, lorsque les patients arrivent et qu'on doit déterminer ceux qui nécessitent de rester à l'hôpital ou ceux qui nécessitent en fait de rentrer au domicile, mais on s'attache à savoir déjà l'environnement social du patient. Est-ce que c'est un patient qui est éloigné? Est-ce que c'est un patient qui a un médecin traitant et du coup un interlocuteur, un professionnel sur lequel il pourra s'appuyer? On s'attache également à connaître en fait le taux, comme je vous l'ai dit, le taux d'oxygénation des patients. Et en l'occurrence, nous, pour ce qui concerne en fait l'hôpital, les patients en général qu'on renvoie et pour lesquels on parle de prise en charge ambulatoire, c'est les patients qui ont besoin d'un faible débit d'oxygène. En général, quand on entend faible débit d'oxygène, on entend par là des patients qui nécessiteraient 3 litres d'oxygène pour avoir une saturation qu'on juge adéquate pour pouvoir faire les actes, pour qu'ils puissent faire en fait leurs actes de la vie quotidienne de manière normalement, sans être pénalisés, sans ressentir le poids de la maladie en fait qu'ils sont en train de traverser. Et en dehors de ce contexte, ceux qu'on ne renvoie pas au domicile et qu'on préfère garder, c'est ceux qui présentent en fait des comorbidités avec une complication telle que l'embolie pulmonaire ou qui nécessitent un fort taux d'oxygénation pour pouvoir assurer en fait le moindre geste de la vie quotidienne, ne serait-ce que parler ou ne serait-ce que se déplacer pour pouvoir aller aux toilettes. Alors, merci de cette information. Je vais vous poser une première question, puisque ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Vous avez vu qu'il y a des manifestations et c'est quelque chose qui est demandé. Pourquoi est-ce que les traitements que vous utilisez à l'hôpital, par exemple, on a parlé nous ici de l'ivermectine, mais c'est pas conseillé en traitement préventif puisque ça ne fonctionne pas. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer aux gens pourquoi vous utilisez des traitements alors que ces traitements-là, les gens demandent à les avoir en amont? Mais on dit que ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est votre technique qui est différente ou comment ça fonctionne, s'il vous plaît? On n'a pas très bien... Voilà. Au niveau des urgences... Le son était très mauvais. Oh, oui, on n'a pas compris la question. Alors, je posais la question pour le docteur Delta au niveau des urgences. On sait que quand les gens arrivent aux urgences, ils prennent un traitement, vous essayez de leur donner un traitement pour les soulager. Certaines personnes demandent à ce que ce traitement soit utilisé, appliqué en amont. Or, on nous dit qu'en amont, ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Quelle est la différence, s'il vous plaît? Alors, le traitement dont j'ai parlé, c'est surtout en fait un traitement symptomatique. Je n'ai pas parlé de traitement préventif. Peut-être c'est le réseau qui fait que vous avez pu entendre en fait le traitement préventif. La prise en charge, en tout cas aux urgences, elle consiste surtout à soulager les symptômes des patients. Et en général, pour la maladie, lorsque les patients arrivent, ils se plaignent surtout en fait d'une grosse fatigue, ils présentent de la fièvre et c'est surtout la tête respiratoire en fait qui est importante. Donc, de manière, on va dire générale, un patient qui présente une bonne oxygénation et qui réalise ses actes de la vie quotidienne de manière normale, il est plus délétère pour lui de lui mettre en fait de l'oxygène alors qu'il n'en a pas besoin. L'oxygène, c'est vraiment qu'on administre, c'est vraiment en fait un traitement symptomatique qu'il faut
administrer à des patients avec le plus bas taux possible, le plus bas débit possible, pour permettre en fait d'avoir une hématose au niveau, un fonctionnement, on va dire, de son organisme optimal, puisque une oxygénothérapie à outrance, là aussi, ça peut être délétère. Il faut savoir qu'un traitement, il a une part, on va dire, bénéfique, mais tout traitement, y compris même le paracétamol qu'on prend de manière libre lorsqu'on a une fièvre, peut avoir un effet toxique lorsqu'il y a un mésusage. Et ça, il faut que nous soyons tous sensibilisés à cela. D'accord. Ben, merci de la réponse. Peut-être que ça peut apporter une petite information. Donc moi, du coup, j'en profiter pour faire la transition et vous parler de l'actualité. Comme ça, vous allez me répondre au niveau des médecins pour nous donner votre avis sur les nouvelles molécules qui sont en train de sortir là et qui, on espère, vont être sur le marché. Alors, visiblement, on nous dit septembre, octobre, donc à voir. On va vous mettre les affiches. Donc, il y a le molnupiravir. Donc c'est un traitement qui est prometteur selon Merck. Merck, ce sont les mêmes qui fabriquent l'ivermectine. Comme je vous ai dit hier, l'ivermectine a été abandonnée et c'est ce traitement qui visiblement fonctionne au niveau de la charge virale. Les essais cliniques sont terminés et là il est en période en train d'être approuvé. Ensuite il y a le Ronaprev. Donc c'est un traitement préventif qui a été autorisé par la haute autorité de la santé de France pour les personnes qui sont déprimées. Donc vous pourrez poser vos questions de toute façon tout à l'heure au médecin et demander à votre médecin ce que c'est, comment ça fonctionne. Ensuite, il y a le ZAV-19 qui est un traitement aux anticorps made in France. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. La France aussi essaie de développer les traitements. Si Kevin, si tu peux faire passer, s'il te plaît. Donc la France essaye, voilà, aussi de développer des traitements et visiblement, celui-ci sera peut-être approuvé récemment. Il est en phase 3 d'essai et il est prévu pour automne 2021. Et AstraZeneca, comme vous savez, ils ont sorti un vaccin, mais ils ont sorti aussi un traitement préventif par anticorps. Donc, tout ce que je vous donne, ce sont des traitements qui sont là en cours d'homologation. Donc, pour l'AstraZeneca, ils viennent de le dévoiler là la semaine dernière. Visiblement, c'est prometteur et ça réduirait les risques de tomber en forme grave afin que vous n'alliez pas à l'hôpital. Donc, il faut voir. Parlez-en à vos médecins dès que ça va arriver pour voir qu'est-ce qui peut être possible. Et ensuite, il y a le Roanthema. Donc, c'est le tusilizumab. C'est un traitement qui est approuvé contre le Covid-19 par l'Agence européenne du médicament. Bien évidemment, tout ceci ne sont pas des traitements approuvés, mais ce sont des molécules qui fonctionnent et qui sont autorisées par les hautes autorités de la santé. Donc vous pouvez vous rapprocher de vos médecins pour savoir comment ils fonctionnent, puisque ce sont des médicaments qui agissent sur l'antioxydation. Visiblement, l'antioxydation, c'est ce qui vous empêche de respirer et c'est ce qui évite la surinflammation pulmonaire. Donc les deux molécules, vous allez voir passer, là ça va s'afficher. Donc on sait déjà qu'il y a le dexaméthasone. Donc ça c'est en forme grave. D'après nos informations, c'est utilisé dans les hôpitaux. Ou ça va arriver dans les hôpitaux, mais en tout cas c'est des traitements existants. Il y en a deux autres. Donc le tocilizumab. Le tocilizumab, enfin bon, vous avez compris. Donc ça, c'est contre l'inflammation des poumons et le sarulumab. Voilà, toujours contre l'inflammation des poumons. Donc ce sont des traitements qui sont recommandés maintenant par l'OMS. Donc ça arrive petit à petit. Donc n'allez pas, comme on vous disait pendant les précédentes émissions, vous empoisonnez. Rapprochez-vous de vos médecins et surtout si vous voyez des traitements sur les réseaux sociaux, vous n'en parlez pas, vous ne partagez pas et vous en parlez à votre médecin et lui, il va pouvoir vous conseiller plutôt, je pense, il va plus vous diriger vers ces molécules qui vont bientôt arriver. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que médecin généraliste? En plus, je suppose que vous prononcez les médicaments mieux que moi, les traitements mieux que moi. Alors, si je prends la parole, ce sont des antiviraux.
dont certains ne sont pas encore, même si au niveau des études, enfin vous avez vu, hein, certains sont encore en cours d'études. Et dans tous les cas, alors il faut bien faire la distinction entre un traitement préventif et un traitement curatif. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. D'abord, est-ce qu'on a vraiment envie de tomber malade ou pas? Donc, la vaccination, c'est pas qu'elle empêche totalement de tomber malade, mais son but actuellement, et ça a été dit et redit, c'est d'éviter d'avoir des formes graves. Ce que mes collègues ont essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est que c'est vrai, on demande aux patients de se diriger vers leur médecin traitant le plus tôt possible. Donc, il faut vraiment qu'on soit dans la précocité. Et cette précocité permet effectivement, d'une part, d'évaluer très tôt la courbe évolutive du patient. Je pense que chacun autour de nous, avec le nombre de cas qu'on a déjà pu constater, parce que là maintenant, plus quelque chose dont on entend parler dans d'autres régions, c'est en Guadeloupe et c'est bien installé en Guadeloupe et aussi en Martinique. Je pense que vous avez pu constater qu'il y a des personnes effectivement qui vont évoluer rapidement favorablement, d'autres plus lentement favorablement et d'autres très rapidement qui vont être oxygéno-requérantes. Des fois, le jour du diagnostic même, on est obligé de demander de l'oxygène parce que tout de suite, la saturation en oxygène n'est pas suffisante pour justement pouvoir vaquer aux occupations de la vie quotidienne. Donc, le but de ces traitements, de la vaccination, c'est d'éviter les formes gravissimes et les gens, justement, qui vont évoluer trop rapidement vers des formes rapidement défavorables. Ça, c'est une chose. Donc, normalement, on n'est pas censé tomber malade gravement. Normalement. Les traitements antiviraux, ça veut dire qu'on est déjà malade. Ça veut dire qu'on est déjà malade, qu'on a déjà commencé à avoir de la réplication virale. Et là aussi, il faut bien comprendre que même si ces molécules, qui effectivement certaines ont été autorisées, mais il faut bien comprendre que quand une molécule est autorisée, ça ne veut pas dire que le lendemain est dans la pharmacie du coin. Ces molécules, ça va être pour les personnes qui auront déjà commencé à avoir une réplication virale dans leurs cellules. Donc après, bien entendu, ceux qui auront une évolution lente, ces traitements pourront être mis en place facilement. Mais quelqu'un qui aurait une évolution rapidement défavorable, malheureusement, même en mettant ces traitements, bien entendu qu'on aura une évolution meilleure que sans ces traitements, ça faut être clair là-dessus. Mais il faut bien comprendre qu'il reste quand même un risque chez les patients. Le but est vraiment de faire en sorte que le moins de personnes tombent malades, que le moins de personnes puissent développer des formes graves. Et aujourd'hui, en ce 27 août 2021, 18h42, malheureusement, toutes ces molécules ne sont pas encore accessibles de façon simple et usuelle comme d'autres thérapeutiques dont nous disposons. Donc, je vais laisser mes confrères compléter, mais c'est bien d'annoncer ces avancées et c'est clair que ça va donner beaucoup d'espoir à beaucoup de gens. Oui, il parle de l'automne à peu près pour les sorties. On attend et qu'au final, entre-temps, on a le temps de contracter et notamment des formes graves. Parce que c'est clairement ça qui nous a un petit peu pénalisés. Il y avait beaucoup de patients qui justement voulaient attendre pour avoir ce fameux recul sur les vaccinations. Et au final, on se retrouve avec cette hécatombe et tous ces patients qui sont hospitalisés en réa et dont certains qui mériteraient la réa mais qu'on ne peut pas prendre en charge parce qu'il n'y a pas de place, parce qu'en fait, il y avait cette attente. Donc, attention quand même. D'accord. Ouais. Pour pouvoir compléter les dires en fait de ma consoeur en fait, au niveau, puisque parmi les avancées que vous avez en fait apportées, il y a vous avez fait mention en fait des anticorps monoclonaux, de certains anticorps monoclonaux. Il faut savoir que les anticorps monoclonaux, comme elle l'a dit, ce n'est pas un traitement préventif, c'est déjà qu'on est dans la maladie et avec avec des indications bien précises en fait d'inclusion pour pouvoir bénéficier de ces anticorps monoclonaux. Et c'est pour ça qu'il est très important en fait effectivement que les patients se rapprochent en fait de leur médecin traitant pour savoir s'ils sont éligibles ou pas aux anticorps monoclonaux, parce que certains de ceux que vous avez annoncés on peut les administrer pour des personnes en fait qui sont éligibles. Donc en général, c'est ceux qui ont des comorbidités ou encore des patients en fait qui sont dans les 5 premiers jours en fait de l'évolution de leur maladie, pour éviter qu'ils ne fassent une forme grave de la maladie, mais ça veut dire qu'ils sont déjà symptomatiques. Oui. Et un autre des anticorps dont vous avez parlé, le tocilizumab, celui-là, il est surtout en fait, c'est surtout une pratique hospitalière et pas du tout une pratique en fait de ville. Donc,
en émettant des informations, il faut faire très attention en fait à l'utilisation de ces molécules, comme on l'a dit, qui restent des molécules, certes, qui ont montré une efficacité, mais qui sont encore en fait Oui, à ça l'essai. sort en fin d'automne. Et pour ce qui concerne en fait le traitement symptomatique, la dexaméthasone, ce sont des corticoïdes et qu'on applique en fait pour des patients qui sont déjà oxygénorequérants et qui sont déjà à un stade avancé de leur maladie avec une grosse part inflammatoire de la maladie. Donc là aussi, il faut faire preuve en fait de prudence par rapport à tout ça. Oui, d'où l'importance et le message qu'on a voulu faire passer, qu'on souhaite faire passer, qu'on continue à faire passer, c'est l'intérêt de se rapprocher en fait de son médecin traitant pour pouvoir nous orienter au mieux au niveau, parmi tous ces choix, on va dire, moléculaires et toutes ces prises en charge en fait qu'il existe de la maladie. Oui, très important. Donc on le répète, n'hésitez pas, c'est votre médecin qui décide de les façons. Je voulais compléter pour ces espoirs thérapeutiques prévus pour le 3e trimestre. Oui, je disais, je voulais juste compléter concernant tous ces espoirs thérapeutiques à venir. En effet, il y a beaucoup de recherches dans le domaine, à la fois des anticorps monoclonaux, mais aussi des antiviraux, comme ça a été le cas pour le sida. On voit bien que beaucoup de progrès ont été faits pour bloquer la réplication virale, pour bloquer le spike de contact du virus sur les cellules. Et ce blocage-là va permettre d'utiliser même à titre, on va dire, préventif ou semi-préventif, dès que le patient qui ne réagit pas à la vaccination, et c'est le cas des immunodéprimés, des greffés rénaux, parce qu'ils ont des traitements immunosuppresseurs, certains types de cancers avec des chimiothérapies qui les rend immunodéprimés de façon acquise, et certains types de maladies inflammatoires qui rendent les gens immunodéprimés. Et ceux-là, ils ne réagissent pas aux vaccinations, et on compte en France à peu près plus de 130 000, 150 000 personnes qui vont avoir une dose, 2 doses, 3 doses, sans pour autant réagir et fabriquer des anticorps. Et c'est sur ce type de malade-là que déjà des traitements à viser avec les anticorps monoclonaux ont commencé. Il y a un centre à Fort-de-France sous la direction du professeur Cabier. Et le recrutement de ces patients se fait par les médecins généralistes parce qu'il faudrait, dès le contact Covid ou dès les premiers signes, avant que la maladie ne se déclare, avoir ce traitement-là pour bloquer la multiplication du virus et empêcher donc les formes graves. D'accord. Mais avant de venir à ces avancées thérapeutiques, on est actuellement dans un dilemme qui est que, effectivement, pour tous les viroses, l'atteinte virale, il y a une guérison spontanée. Il y a une guérison spontanée et il y a un certain nombre de patients. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais il y a un écho. Oui, il y a un écho. Alors, allez-y. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez, mais j'entends un écho. Et je termine donc pour dire que les patients donc, qui, malheureusement, vont faire la maladie, un certain nombre vont guérir spontanément sans aucun traitement, comme la plupart des virus, c'est plus de 80% des patients. Et en revanche, ceux qui n'ont pas la capacité, parce que liés à leur comorbidité, liés à leur défense immunitaire et qui vont faire la maladie, malheureusement, il y a un grand nombre qui vont avoir des formes graves et décéder. Donc, ça revient quand même à, comme l'a dit tout à l'heure ma consoeur, de privilégier pour l'instant la vaccination, qui est, à mon avis, une des armes pour éviter les formes graves
chez un grand nombre de patients, de la population, dans la mesure où on le voit en ce moment que ce sont les régions, les départements qui ont le plus faible taux de vaccination qui sont dans la quatrième vague. On peut pas le nier, effectivement. Dans cette quatrième vague, je vous coupe, excusez-moi, on a un appel. Malheureusement, la Martinique, la Guadeloupe, ça, la Polynésie française, c'est encore pire. Même sur le territoire hexagonal. L'Australie, et ce sont les pays qui ont le taux vaccinal le plus faible. Le plus faible, en revanche, les pays qui ont des taux vaccinaux très élevés, même s'ils ont beaucoup de cas, l'exemple de la Corse. Je vous coupe, docteur. L'exemple de la Corse est assez éloquent. On a un appel, on va prendre l'appel. Ils ont un taux de vaccination élevé. Il m'entend plus. À cause des vacances et des trucs, ils ont un nombre de Covid très important, mais ils ont une mortalité et un taux d'hospitalisation en réa qui est relativement faible. Ils ne sont pas dépassés. Donc, avant d'arriver des nouveaux traitements qui vont bloquer le virus, il faut, à mon avis, avoir un taux d'anticorps suffisamment important pour éviter les formes graves. Et ça, malheureusement, c'est par la vaccination. Bon, d'accord. On a perdu, je pense, la personne. Donc, on a un autre appel. Bonsoir. Bonsoir, est-ce que vous nous entendez bien? Allô? Bon, visiblement, on a perdu l'appel. Alors, docteur Frédéric Dulorme, je vais vous poser une question, s'il vous plaît, qui revient souvent. Les femmes enceintes se demandent au final qu'est-ce qu'elles doivent faire, puisque les indications ont changé. Comme vous êtes pédiatre, est-ce que vous traitez ce genre de cas? Et en plus, on sait que vous vous occupez des enfants. Comment ça fonctionne? Alors, oui, c'est une question qui revient effectivement très souvent. Non seulement sur l'intérêt de la vaccination pour les femmes enceintes, mais aussi du risque éventuel. En fait, j'entends quelqu'un de la technique de Chine, je pense. Alors, attendez, excusez-moi, parce qu'on a un appel, c'est pour ça. Allô? Oui, donc je disais... attendez, on a une question. Allô? Vous m'entendez? Oui, mais attendez, on a une question. Oui. Bonjour, madame. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, désolée, allez-y, posez votre question. Oui, bonsoir. Oui, je vous entends. Allez-y, madame, posez votre question. Bonsoir. Coupez le son de la télé, s'il vous plaît. Éteignez la télé. Voilà. Je vois qu'ils sont en train à chaque fois. Moi, je n'ai pas pu avoir Chica aujourd'hui. Attendez. C'est pour les médecins. Est-ce que vous avez une question? Allô? Oui. Est-ce que vous avez une question pour les médecins? Allô? Oui, madame. Oui. Est-ce que vous avez une question pour les médecins? On est en train de parler du Covid. Oui, voilà. Je vous demande, pour la vaccination, mais une personne qui a ces comorbidités pour se vacciner, qui est diabétique, qui est pertendu, je viens d'avoir un AVC, est-ce que vous pensez que je peux avoir le vaccin? Alors, est-ce qu'un médecin, peut-être le docteur Galou, comme vous êtes en Guadeloupe, est-ce que vous pouvez répondre, s'il vous plaît? La dame vient d'avoir un AVC, elle a des comorbidités. Est-ce qu'elle peut se faire vacciner? Comment ça se passe pour elle? Merci, madame, oui, on vous répond. Sûr. Prenez soin de vous, bonne soirée. Oui, bonsoir. Donc, madame, oui, tout à fait, il faut vous faire vacciner, au contraire, puisque vous faites partie de cette population à risque de développer une forme grave. Du fait du diabète et de l'hypertension, on a déjà vu que le Covid aime particulièrement ces terrains-là, qui sont plus propices à son développement. Donc, il faut absolument vous faire vacciner, même si, je ne sais pas sous quel délai vous avez fait votre AVC, mais le plus simple serait vraiment d'appeler votre médecin traitant pour qu'il puisse après vous orienter vers un centre de vaccination. Soit lui-même peut faire des vaccinations à son cabinet, soit vous orienter vers le centre de vaccination chez.
Alors, est-ce que la dame doit faire un bilan avant? Son médecin va lui faire un bilan? Comment ça fonctionne? On sait déjà qu'il faut faire un test de sérologie avant de faire la première injection. Est-ce que vous nous entendez? On n'a pas entendu votre question parce qu'on entendait le technicien qui demandait de raccrocher. Vous pourriez répéter, s'il vous plaît? Alors, est-ce que quand la dame va aller voir son médecin traitant, il va lui faire un bilan? Je sais que maintenant, il demande un test de sérologie avant la première injection. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui? Non, plus personne ne m'entend? Très bas, en fait. Non, on ne vous entend pas, oui. Alors, je répète ma question. Parce que c'est un cas qui va concerner plusieurs personnes. Est-ce qu'avant, quand la personne veut se faire vacciner, est-ce que son médecin, elle doit aller lui demander un bilan? Et est-ce que son médecin va lui proposer le test de sérologie? Parce qu'on a vu qu'il fallait faire un test de sérologie avant la première injection. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Est-ce que vous êtes encore là? Oui. Bon, bah, visiblement, ce soir, Oui, on il y a a le quelques docteur problèmes Bellantul qui de répond, oui. connexion avec les médecins. À mon avis, il n'est pas nécessaire de faire systématiquement une sérologie à tous les patients qui doivent se faire vacciner. Un patient qui a eu des Alors, est-ce signes que l'un de vous m'entend ou peut répondre? Oui. J'essayais de répondre. Ah, je vous entends. Allez-y. Voilà. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire systématiquement une sérologie à tous les patients qui doivent se faire vacciner. D'accord. Un patient qui a eu des signes de la maladie et qui est sûr, qui a fait des tests, qui a fait un test PCR, et qui est sûr qu'il a eu la maladie Covid, on n'a pas besoin de lui refaire une sérologie en systématique pour lui proposer éventuellement une vaccination. S'il a eu des symptômes, il est positif, il sait qu'il a un pass vaccinal qui lui permet d'attendre 2 voire 3 mois, jusqu'à 6 mois éventuellement, d'avoir une dose vaccinale. Mais dans la mesure où on est en train de changer le schéma de la vaccination, si tous les patients qui doivent se faire vacciner, on devait le faire une sérologie. Alors souvent les gens nous le demandent parce qu'ils ne veulent pas prendre de vaccin, tout simplement. Mais s'ils n'ont pas eu de symptômes particuliers, il n'y a aucun problème pour qu'ils aient leurs deux injections sans avoir de sérologie au préalable. D'accord, merci madame. Alors on a un deuxième appel, bonsoir. Bonsoir, est-ce que vous nous attendez? Oui, allô? Bonsoir monsieur. Bonsoir. Posez votre question, allez-y. Oui, c'est-à-dire que j'ai fait un test et puis j'ai été positif il y a 20 jours à peu près. Et avant-hier, j'ai fait de nouveau notre test et ça s'est avéré, j'ai été négatif. Par contre, il y a quelque chose que j'aimerais savoir. Est-ce qu'il existe un sirop qui peut effacer la touche? Parce que je tousse encore. En fait, j'aimerais savoir est-ce qu'il existe un sirop, est-ce qu'il existe un médicament, quelque chose pour que je puisse prendre pour arrêter la toux, quoi. Parce que là, je tousse encore et puis on m'a dit que là, je suis négatif. Il y a la preuve, bien sûr, que je suis négatif, mais de temps en temps, je tousse, quoi. D'accord. Merci pour votre question, on va vous répondre. Est-ce que quelqu'un peut répondre, s'il vous plaît? Je crois qu'on va être assez monotone dans nos réponses, mais en fait, donner une réponse à ce monsieur qu'on n'a pas examiné, la toux peut être au niveau laryngé, pharyngé, ça peut être un jetage postérieur, c'est-à-dire des sécrétions qui tombent à l'arrière de la gorge, ça peut être une atteinte pulmonaire, il faut vraiment qu'il soit examiné par son médecin amical. Donc, en fait, il n'y a pas le sirop contre la toux. Enfin, en pédiatrie, on demande souvent, ça n'existe pas. En fait, il y a tellement de types de toux différentes et de raisons de toux différentes. Donc, même si c'est suite à son infection à coronavirus, il peut-être y avoir encore une petite inflammation au niveau de la gorge, au niveau pulmonaire, mais ça, vraiment, seul un examen clinique chez son médecin traitant pourra
répondre à cette question. Donc là, on ne pourra pas vous donner une réponse qui sera une réponse universelle, monsieur, je suis désolée. D'accord, donc c'est comme pour les traitements qu'on disait tout à l'heure. Donc monsieur, rapprochez-vous de votre médecin traitant. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Alors moi, je voudrais bien rajouter quelque chose. Allez-y. Je crois que les patients ne doivent pas se dire qu'une fois que le test est négatif, tout est résolu. Un test négatif ne veut pas dire forcément qu'on n'a pas de symptômes encore secondaires à la pathologie. C'est l'occasion, justement, même si le test est négatif, et surtout si on a encore des petits symptômes, de consulter son médecin traitant pour faire le point, justement, sur la négativité du test qui n'est pas signe de guérison complète de la pathologie. C'est vrai qu'il y a des Covid longs. Il faut que les gens l'entendent, voilà. Il faut que les gens l'entendent et que ce n'est pas parce que mon test est négatif et que je ne suis plus en isolement que tout est résolu. Et c'est l'occasion justement de faire le point avec son médecin traitant sans avoir forcément à appeler le 15, où je travaille aussi de temps en temps d'ailleurs, pour dire je tousse, qu'est-ce que je fais. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour ces interventions, en tout cas, très intéressant. Hein. Merci pour les informations que vous nous avez apportées. Donc maintenant, les gens peuvent savoir vraiment concrètement comment ça se passe au niveau de la prise en charge et de la manière dont ça se passe avec cette situation Covid. Donc demain, nous parlerons lundi, nous parlerons de la prise en charge du patient en unité Covid. Donc là, nous aurons des nouveaux intervenants qui vont nous expliquer comment ça se passe vraiment quand vous arrivez dans le service hospitalier. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous d'avoir participé. Allez-y. C'était par rapport à la question à laquelle je n'ai pas pu répondre tout à l'heure quand vous m'avez demandé les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Ah oui, allez-y, très important. Très important parce que c'est vraiment une question qui revient très souvent. Après, Dr Galou travaille aussi en gynéco, donc elle pourra vous le confirmer. On fait le point régulièrement avec les équipes de pédiatrie et de gynéco. On a malheureusement pu confirmer que la grossesse, c'est un état, en fait, alors c'est pas une pathologie, j'insiste, mais la grossesse est un état qui rend les femmes particulièrement vulnérables à cette infection Covid. Et c'est pour ça, en fait, que malheureusement, on a eu beaucoup trop de cas de femmes enceintes qu'on a dû césariser pour leur permettre d'être prises en charge et sauver les bébés. Donc, la grossesse fait partie, en fait, avec des pathologies, bien que n'étant pas une pathologie, des états qui majorent le risque de faire des Covid sévères. Donc oui, c'est conseillé de se vacciner. Février 2021, on autorisait déjà la vaccination au 2e et 3e trimestre. Et juillet ou juin, je ne sais plus, 2021, a été donnée l'autorisation pour le 1er trimestre. Parce qu'on sait qu'en se vaccinant, la femme enceinte va produire des anticorps, qu'elle va aussi protéger son bébé d'une infection materno-fétale éventuellement, puisqu'il va naître en ayant des anticorps qui passent par le cordon ombilical. De la même manière, une femme qui allaite peut aussi se vacciner, il n'y a pas de risque particulier pour le bébé. Et les gynéco-obstétriciens, justement, nous encouragent à dire aux femmes enceintes qui passent en cabinet de ville qu'elles peuvent se vacciner et que c'est même très fortement conseillé pour éviter des prématurités induites. Voilà, donc je tenais à le dire parce que c'est quand même important. D'accord, justement, très rapidement, du coup, comme on doit rendre l'antenne, je vous demande comment ça se passe pour les enfants, parce qu'on entend en ce moment qu'il y a des enfants, visiblement le virus se sera adapté, et il y a de plus en plus d'enfants qui tombent malades alors que c'était moins le cas avant. Comment ça fonctionne, s'il vous plaît ? Alors, on a beaucoup d'enfants aussi qui passent effectivement avec des tableaux cliniques, on va dire plus sévères que ce qu'on voyait l'année dernière. Ils sont plus nombreux. Alors, est-ce qu'ils sont plus nombreux parce qu'aussi, on a une incidence complètement folle, parce que aucune autre région hexagonale n'avait connu lors des précédentes vagues une incidence à 1900, 2000, 2100 cas par 100 000 habitants. Donc, est-ce que c'est simplement qu'on en voit plus parce que c'est proportionnellement plus fréquent ou est-ce qu'effectivement c'est plus virulent je ne pourrais pas vous le dire, mais en tout cas, c'est sûr qu'on voit plus d'enfants malades et que oui, il y a eu des hospitalisations de tout petits, y compris de nouveau-nés, parce que les mamans n'étaient pas, l'entourage en fait n'était pas protecteur. Donc, c'est important de le dire aussi, de l'entendre, même si les gens ils ont l'impression qu'on parle que de vaccins. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Moi, j'ai cherché partout et il n'y a pas de solution. Donc, effectivement. Donc comme ça, au moins, les gens ont toutes les informations. Merci beaucoup pour votre réponse et merci d'avoir participé à notre émission de ce soir. Merci à vous. Merci à vous.
Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.